La mer Noire dans les Grands Lacs. Ma mère, j'ai longtemps été esclave de son cauchemar éveillé, celui dans lequel une certaine idée de l'intelligence venait combattre les monstres du désir, autant de fois que notre nuit balkanique les faisait réapparaître en elle et en moi, comme deux jumelles possédées par le même poison de l'erreur utérine. Notre vie quotidienne était rythmée par mes études et la préparation de mes cours. À l'adolescence, quand Elena a remarqué que je m'ennuyais, qu'une enfant obligée à la discipline de seulement pouvait avoir des aspirations, des soifs et des vœux pour elle-même, des rêves, l'envie de laisser traîner sa tête ailleurs qu'au panthéon inatteignable des hommes de lettres, à la hauteur desquels personne ne serait jamais, elle ne me parlait jamais des femmes écrivains que des hommes, ma mère m'a appris à coudre. Déjà petite, je l'observais, installée à la table de la salle à manger, avec tout son matériel et sa machine, coudre des jupes, broder des cols et des cols de chemise, fabriquer des tais en toile de jute, des chemins de table en dentelle à motif folklorique moldave. Il s'agit de La mer Noire dans les Grands Lacs, un roman de l'auteur Annie Lulu, paru chez Flammarion. Pourquoi ce livre m'a intéressé en termes de lecture? J'ai du mal à dire qu'il m'a plu. Il m'a intéressé. Toute la première partie, comme je disais, elle est essentiellement tournée autour de cette difficile relation entre la mère et sa fille. Remettons-le dans le contexte, le roman suit Nelly, qui la suit en étant gamine. C'est une métisse, donc une mulâtresse, une mulâtre si on veut, qui, dans la mère roumaine, donc elle est née et habite à Bucarest. Sa mère roumaine, une blonde magnifique, décrite comme étant magnifique et belle, et professeure d'université, qui a une relation avec sa fille, une relation très froide, presque violente avec sa fille. Et cette fille métisse grandit dans les années 80-90, dans un pays qui sort après à peine du règne de Ceausescu, où elle est confrontée à un racisme violent, un racisme au quotidien extrêmement violent, et donc à un rapport très difficile à cette mère qui l'élève seule, parce que son père d'origine congolaise, qui était étudiant en Roumanie, s'est fait expulser dans des conditions un peu difficiles, qui est rentré donc au Congo en laissant Elena, donc la maman enceinte de Annie, l'élu. Donc Elena élève cet enfant toute seule, dans un contexte difficile où l'opprobre est jeté sur elle, sa famille l'abandonne, son entourage l'abandonne, donc elle vit vraiment isolée dans ce pays avec sa fille. Le positionnement des deux tiers du roman tourne autour de ce trio en fait, entre Nili, Elena et le père absent, le père idéalisé absent. Et c'est là où c'est très intéressant de voir un peu la place de l'absence en fait du père dans l'éducation de cette fille qui encore une fois grandit dans un contexte compliqué. La construction de son identité qui est très dure parce que tout le roman, c'est quelqu'un qui effectivement excret Bucarest. Rien quasiment qui vient de la Roumanie n'est positive. C'est un enfant qui vit, qui grandit dans la dureté, dans la haine de cette Roumanie, et donc son identité n'est pas définie, en tout cas n'est pas définie en tant que roumaine, elle est plutôt reportée sur le Congo qui représente ce père absent. Et c'est là où c'est un peu gênant, c'est que le roman en fait trop, quasiment trop sur ces ressentiments qu'il peut avoir contre la mère. C'est violent, oui, limite haineux, et surtout ça donne l'impression d'en faire trop. La maman, elle prend les récriminations. Et on s'entendrait à une évolution psychologique du personnage qui, enfant, voit évidemment que sa mère la camoufle pour sortir dans la rue. Sa mère ne veut pas être vue avec elle. Elle vit ça, évidemment, de manière violente. Mais en grandissant, il n'y a aucune remise en cause, aucun recul de l'attitude dans le comportement, aucune analyse
on va dire, psychologique un peu dans le comportement de cette Elena, où rien ne lui est pardonné et tout est à charge, en fait. Et c'est très gênant parce que tout est à charge dans ce rapport. Et le père, évidemment, absent et idéalisé. Et cette mère, où on lit entre les lignes que c'est quelqu'un qui, donc à 19 ans, tombe enceinte, se retrouve toute seule, isolée de tout, on lui met tellement sur le dos qu'elle elle finit par attirer la compassion. Même si c'est quelqu'un qui semble manquer totalement d'empathie et autres. Et ensuite, Annie c'est l'auteur, mais Nili, donc, qui en recherche un peu de cette paternité, de cette figure paternelle et d'identité, donc à un moment est amenée à faire ses études en France, et là elle rencontre la communauté congolaise. Donc évidemment, au fur et à mesure, on voit un peu les conditions difficiles dans lesquelles sa maman l'a eu et l'élève, donc c'est très 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 intéressant, notamment par rapport à la responsabilité du père, encore une fois. Et surtout, la deuxième partie, Nili va au Congo, va sur les traces de ce père absent, va au Congo. Et là, on bascule dans un truc où on ne comprend pas le projet. Là, j'ai plus compris le projet, je suis complètement sorti. Parce que, sans spoiler, le Congo, c'est une espèce, tout est rose, tout est positif, c'est la famille qu'elle découvre, les cousins, les grands-mères et tout est positif, tout est rose, en tout cas sur la partie Kinshasa, et ensuite on bascule, pour une raison, bon voilà l'oncle et tout, elle se retrouve à Goma où on sait que avec toutes les difficultés qu'on est Congolais, on sait toutes les difficultés qu'a vécu cette zone du Congo, notamment les exactions qu'il y a à Béni, avec les tueries de jeunes étudiants, de jeunes hommes qui se révoltent contre les difficultés du quotidien. Et ce personnage de Lily se retrouve un peu dans cet environnement, dans cette circonstance. Je ne vais pas en dire plus, dévoiler plus, mais ce qui est vrai, c'est que cette dernière partie du roman, c'est une espèce de cheveu qui tombe dans la soupe. On ne comprend pas le lien, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi Nili se retrouve dans cette circonstance que je ne décrirai pas parce que ça vaut le coup de le découvrir. On comprend l'intérêt de cette partie, mais on ne comprend pas le lien, on ne comprend pas pourquoi, où c'est un roman très psychologique, en tout cas très fort sur la relation à la mère, au père, à l'identité, on bascule sur quelque chose de totalement autre, où on a l'impression que c'est deux projets qu'on a accolés, ou que l'auteur n'a pas, en tout cas l'auteur n'a pas réussi à finasser, à fignoler cette partie où du jour au lendemain, Elena disparaît du radar, le père disparaît du radar, les problématiques d'identité et autres disparaissent du radar, et là, c'est là où le roman tombe un peu, met un peu tombé des mains. Donc, pourtant très bien écrit, très poétique et très 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 intéressant, notamment dans cette question de la construction de l'identité et du rapport au père, encore une fois, avec une dernière partie qui, franchement, n'a rien à faire là. Je trouve que ce roman, cette dernière partie vient mettre un gros coup de pied dans le roman, qui pourtant reste encore bien écrit, mais qui, en termes de projet, j'ai pas compris. En tout cas, j'ai eu l'impression que ça ne servait à rien, cette dernière partie. En tout cas, il n'avait pas sa place là, et que le roman aurait gagné à rester sur le projet premier. Mais c'est encore que mon impression de lecture. Je vous invite à découvrir ce roman. Je vous invite à découvrir ce roman qui a gagné, donc, comme vous avez vu le bandeau, le prix Senghor, donc le prix du premier roman. Donc c'est Annie Lulu, chez Flammarion. Non, Flammarion, non, je me trompe, c'est Julliard, chez les éditions Julliard, Annie Lulu. Très, très jolie découverte. Sur la fin, très déçu, mais jolie découverte qui vaut la peine, surtout dans ce rapport-là. Après, il faut avoir le cœur accroché pour compatir un peu au destin d'Elena. Voilà.